C'est quoi l'état d'esprit que tu as à la fin de cet examen où tu dis j'ai travaillé un an à fond dans une bibliothèque, j'ai fait toutes les fiches et tout, et je finis avec 5,5 et j'ai pas mon année. C'est quoi ton état d'esprit? Je me suis dit, bon, mec, t'es peut-être pas fait pour ça. C'est pas grave. Et après, je me suis dit, Naïm, tu as deux solutions. Soit tu te morfonds, Mm. soit tu essayes de comprendre les raisons de ton échec. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Naïm Bouchma. C'est l'homme le plus incroyable que j'ai eu le droit d'accueillir dans ce podcast. Avant, je sais pas comment, sur de 0 à 10, je le mettrais à 12 ou à 20. Non, vous le connaissez peut-être parce que on est dans la vie de tous les jours, on est amis on travaille pas mal ensemble. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de l'avoir dans le podcast pour parler d'éducation, du système scolaire, de comment aider nos enfants à réussir à l'école et autres. Donc, bonjour Naïm, comment tu vas? Waouh, cette présentation, Mohamed, bah déjà, c'est moi qui suis honoré d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très, très plaisir. Et je suis très content d'être avec toi, Mohamed. Super. Naïm, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc, moi, c'est bonjour tout le monde. Moi, c'est Naïm Bouchma. Je suis enseignant agrégé d'économie-gestion et je suis également formateur en pédagogie. Je suis le fondateur d'un site qui s'appelle maméthodo.fr qui aide les enseignants à gagner en pédagogie ou alors les personnes qui souhaitent devenir enseignants à réussir leur concours. Je suis également formateur chez Connaissance Limitée pour les grands groupes notamment. J'interviens dans les grandes entreprises. Je suis également directeur de l'Académie Mention Très Bien et j'ai fondé un accompagnement qui s'appelle Mon Enfance Génie qui vise à développer le potentiel des enfants à la maison via un environnement propice pour ça, quoi, ad hoc. Yes, top. Et aujourd'hui, j'ai, j'ai l'honneur de t'avoir pour parler avec ta casquette d'enseignant parce que tu es prof en lycée depuis plusieurs années. C'est Euh, ça. Aujourd'hui, tu accompagnes énormément d'enfants. Mais avant d'être enseignant et de te voir comme ça, cartonner dans les réseaux, donner des conseils en pédagogie, d'après ce que j'ai compris, tu étais un super élève brillant, avec des super notes, tout était facile pour toi. Est-ce que tu peux nous revenir un peu sur ta scolarité avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Ah, bien sûr. J'adore comment c'est amené. Bah, en fait, disons que moi, l'école, ça a été compliqué dès la maternelle. Ma mère a dû attendre un an pour me mettre à l'école. Enfin voilà, j'étais prof, j'étais continent, mais quand elle m'a emmené à l'école le premier jour à la maternelle, j'ai fait une telle crise qu'elle m'a gardé un an de plus avec elle. Donc, donc ça a annoncé la couleur pour la suite, tu vois. Et Ok. j'ai pleuré jusqu'en CM1 tous les matins. Ça a agacé mon père qui me déposait à l'école. Tous les matins, j'ai pleuré pour ne pas aller à l'école. Pourtant, en primaire, ça se passait très bien. J'avais très bonnes notes. Et à partir de la quatrième, ça a été descente aux enfers. Personnellement, en fait. C'est-à-dire que j'aimais pas l'école. J'ai traversé ce qu'on pourrait qualifier de dépression, hein, tu vois, en tant qu'adolescent. Et tu sais bien que c'est difficile dans certains quartiers, dans certaines cultures, de parler de ces choses-là, en réalité. Donc, moi, je voulais pas non plus inquiéter mes parents qui faisaient tout pour moi. Mais je me sentais très, très mal à l'école. J'ai subi mon orientation. J'ai été en lycée technique où je devais faire du câblage et de l'électrotechnique. Je n'étais pas fait pour ça, mais il m'avait imposé d'aller là-bas. Donc, je me retrouvais à faire C'était bien, mais j'étais nul, quoi, tu vois. Donc, c'était un pote qui me faisait tout. Et du coup, bah, tant mieux, je me suis fait exclure de ce lycée. Donc, très, très bonne. Je te l'ai jamais dit, ça. Ah ouais, tu me l'as jamais dit, je savais pas que tu avais été exclu. Pour quelle Ouais. raison? Bah, je vais être très transparent avec toi. Il y avait un gars qui m'embêtait durant l'année. Et tu sais, moi, je suis quelqu'un de sage, quoi, tu vois. Donc, je lui disais arrête, arrête, arrête. Et franchement, je ne vais pas dire que c'était du harcèlement, mais presque, quoi, tu vois. D'accord. Et un jour, je lui ai dit arrête, tu vas pas assumer. Et tu me connais, moi, je suis pas quelqu'un de violent, quoi, tu vois. Et en fait, je l'ai frappé et la salle a été remplie de sang, en fait. Enfin, pardon. Je Ah suis ouais, pas je suis pas quelqu'un de violent, vraiment. Mais en fait, c'était toute cette accumulation d'accord. qui a explosé d'un coup, mais c'était pas faute de l'avoir prévenu. Et ils m'ont fait passer pour un gars violent à l'époque parce que je regardais des mangas. Alors qu'en fait, simplement, la réalité, c'est que bah, je m'étais fait embêter pendant un an et qu'un jour, à force de prévenir, et tu sais, quand tu te défends pas, on a l'impression que c'est synonyme de faiblesse, alors que moi, je voulais. Enfin, voilà, Mm. tu vois, je voulais pas en arriver là. Et du coup, ils m'ont exclu, et tant mieux. Donc, j'ai arrêté électrotechnique.
Et D'accord. du coup, j'ai pu repartir dans un lycée général et technologique et j'ai eu mon bac avec 3,2 de moyenne parce que, Ah ouais, en cours, mais pas au bac. non, pas en cours, le deuxième trimestre, j'ai eu 3,2. Je me souviendrai toute ma vie. J'ai été au rattrapage, bien évidemment, mais en fait, j'aimais pas l'école, donc je n'y allais pas. Et ma mère avait très bien compris ça, donc elle me permettait de pas aller en cours. Mais elle me faisait confiance. Et du coup, c'est cette confiance-là que je pouvais pas trahir. Et c'est pour ça qu'un jour, je lui ai dit, maman, tu vas m'acheter des bouquins et je vais passer mon bac. Et t'inquiète pas, je vais le ramener. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. D'accord. Tu as eu le bac et après, tu t'es orienté plus dans une carrière de danseur, c'est ça? Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'à côté de ça, en fait, si tu veux, j'avais une carrière de danseur. J'aime bien, enfin, je dis ça avec beaucoup de gratitude, tu vois, parce que quand tu dis carrière, c'est un grand mot, carrière. Mais en fait, j'ai été invité dans une quinzaine de pays pour dispenser des stages et juger ce qu'on appelle des battles. Mm. Et c'était mon métier, en fait. Donc, tu sais, après le bac, j'ai été pris nulle part. Donc, forcément, avec un dossier pareil, il n'y a aucun BTS qui me prend. Et moi, je ne connaissais que les BTS. Je ne savais pas les orientations, tout ça. J'étais mal orienté. En même temps, je n'étais pas en cours pour être orienté, quoi, tu vois. La seule conseillère d'orientation que j'ai vue, elle m'a proposé d'aller en CAP bergerie. Je te promets que c'est vrai, Mohamed. Donc, C'est quoi la CAP Bergerie? c'était mais je te jure, hein, j'ai fait des recherches, ça n'existe plus et je n'ai pas inventé ce truc-là. C'était pour devenir berger. Je lui ai dit que j'aimais bien la nature et tout. Elle m'a dit, bah, il y a le CAP bergerie dans telle région, ça vous apprendra, voilà, gérer des troupeaux, etc. Mais je te jure que c'est vrai, quoi. Ah ouais. C'est folklorique, là, quand même. Et C'est ce que j'avais compris, mais je me suis dit, il faut quand même que je valide avec Naïm. D'accord. Attends, toi, t'es à Lille et elle veut t'envoyer à la campagne de Lille pour devenir berger. Ok. exactement. Exactement. Et bah, j'ai fait des recherches hein, sur ce CAP parce que je ne l'ai pas inventé, cette anecdote. Tu vois, je ne l'ai pas retrouvé. Enfin bref, ça se trouve, ça sortait de sa tête aussi. Hein, je ne sais pas, tu vois. Mais en tout cas j'ai été pris nulle part, tu vois, après, avec un dossier pareil. Et pour l'anecdote, ce qui est marrant, c'est que j'ai enseigné dans tous les lycées qui m'ont refusé. Tu vois, c'est des années plus tard, donc belle revanche. Mais du coup, je fais une licence de chinois parce que bah, je suis pris que là-bas et parce qu'il y a des gars de mon entourage qui vont là-bas et je me dis, bah, comme je vais parler en cours, ils vont me donner les cours, quoi, tu vois. Et en fait, j'étais plus assidu finalement. Et à côté de ça, j'avais une carrière de danseur, donc j'ai dû mettre mes études de côté parce que ça commençait à marcher très, très bien pour moi et je passais mon temps à voyager, en fait. Et du coup, je pouvais pas assumer les deux. Et t'as repris les études à 25, à quel âge? Ouais, 24 ou 25 ans, je crois. Ouais, T'as repris les études, t'as fini une licence, t'as fait un master? c'est ça. J'ai fait, en fait, je m'étais arrêté en deuxième année de chinois. Donc, Mhm. j'ai repris en deuxième année. J'ai obtenu ma troisième année. Et après, ben, j'ai été en master. Donc tu parles chinois aujourd'hui? Ni hao. Non, en fait, en fait franchement, j'étais bon dans les matières type philosophie, littérature Ok. et Un peu même moins, Pardon? un peu moins chinois. Ouais, faut aller là-bas. Faut aller là-bas, en fait. Et tu vois, j'avais l'occasion d'aller là-bas, mais je me suis marié en même temps, donc j'ai décidé de pas y aller. Erreur monumentale. Les personnes qui m'écoutent, si vous avez l'opportunité d'aller étudier à l'étranger, même si vous devez vous marier, allez-y, allez-y, fois 1000. Bon, je regrette pas, mais voilà quoi. Erreur. Donc donc tu fais la licence, tu obtiens ta licence de chinois à 25 ans après avoir fait beaucoup de danse et avoir fait ta petite carrière de danseur. Et C'est là, ça. tu te dis, bah, je continue, je fais un master. C'est En ça. quoi? En fait, c'était master ici, c'était la continuité. En fait, c'est un master LEA, entre guillemets, tu vois. Mhm. Master Russie, c'était relations internationales et coopération interculturelle. Donc, je D'accord. me retrouve avec des Coréens, des Chinois, des Japonais, des Russes, enfin vraiment une classe, tu vois, super hétérogène. J'apprends plein de choses, tu vois, je m'ouvre à plein de cultures. Enfin, c'est vraiment super enrichissant. Et du coup, ben, je deviens major de promo de ce Master. master-là. Ouais, D'accord. incroyable. Donc, je kiffe. Tu kiffes, et c'est là qu'il a l'envie de devenir enseignant, t'es arrivé, t'es venu. En fait, j'ai arrêté la danse parce que je voulais fonder une famille. Tu vois, je voulais. Faut comprendre une chose, Mohamed, et je le dis avec beaucoup de gratitude et d'humilité. Je rentrais chez moi pour changer ma valise et repartir. Tu vois, enfin, bah, ma mère me voyait en coup de vent. Enfin, tu sais, vivre de sa passion, c'est incroyable en fait, vraiment. Mais après, le problème, c'est que quand tu arrives dans un aspect financier, tout ça, ça peut un petit peu vicier ta passion. Et surtout, moi, mon outil de travail, c'est mon corps. Et D'accord. j'avais aussi des appréhensions par rapport à ça. Je me dis, bah, demain, tu peux plus danser, tu fais quoi? Tu vois? D'accord. Et en même temps, je voulais arrêter cette course frénésique et je voulais fonder une famille. Et D'accord. donc, j'ai mis de côté ma carrière et je ne savais pas quoi faire. Vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et c'est comme ça que, à la fin de quand tu es revenu, tu as repris des études, que tu as eu ton master, tu t'es dit maintenant j'ai envie d'enseigner. C'est comment
l'envie d'enseigner, pourquoi je parle de ça? Parce qu'après, on va parler beaucoup d'enseignement pour Mhm. comprendre tout ton parcours. Comment l'envie d'enseigner est arrivée? Alors déjà, je me suis, tu vois, avec le recul, Mohamed, il y a un truc de fou, c'est que dès le CP, je proposais aux camarades de venir à la maison pour les aider aux devoirs. Donc D'accord. en fait, l'aide, la pédagogie, tu vois, l'aide aux devoirs, c'est un truc que j'ai quasiment toujours fait. Quand j'avais 16-17 ans, je faisais du périscolaire. Et en fait, moi, ce que j'aimais vraiment dans la danse, c'est donner des cours. Je m'éclatais, mais tellement quand je donnais des cours, c'était un truc de fou. Et en fait, ça a été mes premières bases en pédagogie. Moi, j'ai pas fait de licence de sciences de l'éduc. Et je trouve que c'est une chance, tu vois, parce que j'ai pas une approche qui est, alors je critique pas, mais qui est stéréotypée. Mon D'accord. approche, elle s'appuie uniquement sur le terrain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un ami qui était danseur, qui s'appelle Sagi, et qui me dit, bah, moi, je suis devenu prof en lycée professionnel, franchement, je m'éclate, tu voudrais pas essayer ça? Parce qu'à l'époque, j'ai eu mon master 1, mais je savais pas du tout quoi faire, quoi, tu vois. Je travaillais dans un petit snack, tu vois, je faisais du snacking. Enfin voilà, j'essayais de gagner un peu ma vie parce que bah, j'avais déjà un enfant. Je sais qu'avec ce master-là, je ne pouvais pas prétendre à grand-chose en réalité, tu vois. Et donc, j'essaye de passer ce concours-là. Et bah, je travaille un an pendant comme un ouf. Tu sais, D'accord. je fais des fiches Bristol, tu vois, les trucs à l'ancienne, là. On nous a toujours appris à réviser, à répéter, répéter, aller à la bibliothèque, faire des fiches et tout. C'est D'accord. exactement ça. Tu as tout compris. Tu vois, t'as résumé mon année de révision en une phrase, tu vois. Ok. Et là, tu obtiens parce que tu as quand même fini agrégé d'économie avec la meilleure note, parce que c'est un parcours quand même incroyable. Bah ouais, mais avant ça, il y a cet échec. C'est-à-dire que je prépare un an mon concours ce qu'on appelle le KPLP pour enseignant lycée professionnel. Et je bosse comme un fou. Mais vraiment, et il m'arrive un truc, c'est que la veille de l'écrit, je me rends compte que j'ai tout mélangé. La fiche 15, elle est avec la fiche 12, Mhm. qu'avec la fiche d'éco, qu'avec la fiche de management, enfin bref. Et j'ai 5,5 sur 20 en fait. Et j'ai pas le concours. D'accord. Et donc Échec. là, toi, c'est quoi l'état d'esprit que tu as à la fin de cet examen où tu dis j'ai travaillé un an à fond dans une bibliothèque, j'ai fait toutes les fiches et tout, et je finis avec 5,5 et j'ai pas mon année. C'est quoi ton état d'esprit? Déjà, mon état d'esprit, c'est qu'à l'époque, j'ai pas d'argent. C'est-à-dire que je travaille dans un petit snack, ça suffit à peine à subvenir à nos besoins. J'ai déjà un enfant. Je me demande même s'il n'y avait pas, s'il y avait pas déjà le deuxième qui était en route. Pas vrai. On avait pour projet de faire une équipe de foot, quoi, tu vois, donc forcément, hein. Et déjà, un petit peu d'appréhension. Je me dis, waouh. Je me dis, ah ouais, financièrement, tu comptais sur ça, tu vas faire comment, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, mec, t'es peut-être pas fait pour ça. C'est pas grave. Et une semaine après, tu vois, donc en fait, je pense qu'il a fallu digérer, il a fallu accepter. Et après, je me suis dit, Naïm, tu as deux solutions. Soit tu te morfonds, Mhm. soit tu essayes de comprendre les raisons de ton échec. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Et, truc de fou, je commence à me poser des questions sur ce qui m'a fait défaut, à savoir la mémorisation. Mhm. Premier pied dans les neurosciences. C'est à ce moment-là que tu te dis, ouais, là j'ai l'impression de pas avoir les bonnes méthodes. C'est exactement ça. Et je me dis, bon, Naïm, franchement, en fait, ce qui t'a fait défaut, c'est quoi? C'est la mémorisation. Donc, tu ne sais pas mémoriser. Est-ce qu'on t'a enseigné la mémorisation? Non, donc tu ne peux pas t'en vouloir finalement. Donc, en fait, l'échec, ce n'est pas ton travail. Tu as donné le meilleur de toi-même, donc tu ne peux pas t'en vouloir. Tu as fait vraiment ce que tu as pu. Simplement, bah, il te manque de la méthode et il te manque des techniques d'apprentissage. Et donc là, comment tu fais pour... Parce que là, cette année-là, donc tu fais quoi? Tu te dis, bah j'arrête, je vais me former, trouver les méthodes et les mettre... Comment tu fonctionnes? Bah, en fait, je n'ai pas d'alternative. Clairement, c'est-à-dire que je sais que j'aime bien la pédagogie. Je sais que la danse, ben, ça y est, c'est passé. J'aurais pu reprendre, hein. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on me propose des choses et tout, tu vois. Donc, je pourrais potentiellement reprendre, mais je me dis, non, tu peux pas rester sur un échec, Naïm. C'est pas, tu vois, c'est pas ta conviction. Et puis, au fond de moi, je pense que je peux faire un bon prof. Tu vois, j'ai cette conviction-là. J'ai vu comment ça se passait dans une salle de danse. Des fois, je donnais des cours, tu sais, dans une langue étrangère à 150 élèves sur un podium avec un micro. Enfin, tu vois, donc quand tu as développé ces techniques pédagogiques-là, se retrouver dans une salle à 30 ou 40, ça va, tu vois. Et je me dis, non, allez, Naïm, tu te poses les questions de ton échec, apprends à apprendre. C'est ça ton problème, c'est que tu ne sais pas apprendre. Donc tu Et te je manquais de vocabulaire aussi, tu vois. Et donc, je me suis mis à lire. D'accord. Donc tu te mets à lire, tu te formes, et là, c'est quoi le résultat? Tu échoues encore ou comment ça se passe? Bah, en fait, il y a deux concours, tu vois. C'est incroyable. La suite, tu connais la suite, mais la suite, elle est Ouais, moi, je la incroyable. connais, mais bien sûr, mais je veux que les gens la découvrent. Le but, c'est qu'on la découvre ensemble. Là, là, je sais bien, mais en fait, c'est ton sourire c'est trop mignon. Je vois un sourire de fierté, Mohamed. En fait, bon, on se connaît, hein. En fait, si vous voulez, c'est ouf parce que la première année,
il y a deux concours. Tu vois, tu as le KPLP pour enseigner en lycée pro et tu as le CAPET pour enseigner en lycée technologique. Le CAPET, je ne l'ai même pas tenté. Pour moi, c'était, tu vois, c'était trop, quoi, tu vois. L'année d'après, j'ai 19,33 au KPLP et je réussis le CAPET en lycée pro, pour enseigner en lycée technologique. À l'oral, je ne vais pas au PLP, je vais au CAPET. Parce que je l'obtiens en fait avant les oraux du PLP, tu vois. Et en fait, je le dis avec le recul, cet échec, c'est ce qui m'est arrivé de plus beau. Pourquoi? Parce que, ça m'a fait accepter un échec. Et en réalité, ça m'a fait relativiser l'échec aussi. Et pourtant, j'insiste, j'avais vraiment besoin d'argent à l'époque. J'avais rien, j'avais pas de travail, quoi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça m'a permis de découvrir les neurosciences, de développer une connaissance de moi plus profonde et donc une estime de moi et donc une confiance en moi. Et la troisième chose, c'est que je n'aurais pas été épanoui en lycée professionnel. Mais par contre, en lycée technologique, je m'éclate comme un fou, quoi. Et donc, j'obtiens le CAPET et j'ai 19,33 au PLP. C'est-à-dire le concours que j'ai raté, aux écrits, j'ai eu 19,33 à l'un des deux écrits, à savoir la meilleure note de France. Wow. Et après, toi, tu te dis, c'est bon, j'ai le concours, je peux être prof, et tu t'arrêtes là? En Ou tu... fait, ce qui se passe, c'est que je suis méga stressé. T'imagines, Mohamed, tu as un concours en juillet, en juin, fin juin, tu as les résultats. On te dit en septembre, tu vas te retrouver face à 30 élèves qui ne sont pas contents d'être là. En plus, tu es en lycée technologique, tu vas en STMG. Les STMG, c'est des gros bordeleurs. Ils ont tous subi leur orientation et ils vont te faire la misère. Et quand j'annonce, tu sais, à la rentrée, tu es une pré-rentrée avec les stagiaires et tout. Tu sais, on est un petit peu partout dans l'académie. Quand j'annonce mon lycée d'affectation, c'est à peine si on me dit, oulala, t'as un truc pour te raccrocher à la vie, ça va aller, mets ton gilet pare-balles et prends ta matraque télescopique, quoi, tu vois. Et ça se passe comment tes premiers jours de prof? Alors, mes premiers jours, je sais pas pourquoi j'adopte une attitude militaire. Je sais pas, c'est peut-être une manière de me protéger. Il y a un élève, le premier jour, je me souviendrai toute ma vie, il vient me voir à la fin parce que j'insiste, avant, vous vous rangez. Ici, c'est bonjour, monsieur. Bonjour, ça suffit pas. Demi-tour, bonjour, monsieur. Je sais pas ce qui m'a pris, en fait, tu vois, vraiment. Tu sais que je suis pas comme ça, en plus, tu vois. Enfin, Ouais. c'est tellement, on m'avait Quand t'avais peint. préparé, tu t'es dit, ouais, je vais faire l'armée. C'est exactement ça, tu vois. C'est à peine si on n'avait pas chanté la Marseillaise, quoi, tu vois. Et, D'accord? donc, on arrive, tout ça. À la fin, il y a un élève qui vient me voir, il me dit, monsieur, j'ai adoré. Je veux devenir gendarme. Et je trouve que cette rigueur du bonjour, monsieur, du on se lève avant, on s'assoit pas avant l'autorisation, etc., etc. Et puis, vous nous avez constamment valorisé. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai été très direct dans mes directives et dans mes demandes, mais en même temps, je les ai ultra valorisés dès le début et je leur ai raconté mon histoire, en fait. Mm. C'est-à-dire que je leur ai dit, mais moi, je sais que vous voyez un prof. Pour vous, les profs, c'est un gars au bord d'une cheminée qui fait que lire des bouquins avec une pipe. Mais moi, je suis un élève comme vous. J'ai subi mon orientation. Je vous pose une question. Qui est content d'être là? Personne ne lève la main. Je dis, mais moi aussi, j'ai mieux à faire. Hein, faut pas croire. Mais on va passer une année ensemble et ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. Et du coup, je passe une année de stage incroyable. J'ai 40 sur 40 en pédagogie. Je me souviendrai toute ma vie. Le proviseur et l'inspecteur me disent, on vous met 40 parce qu'on peut pas vous mettre au-dessus, en fait. Et Wow. c'est une phrase qui m'a marqué. Et là, je me dis, vu le retour, vu les larmes à la fin de l'année, vu les cadeaux, vu les moyennes que j'ai, vu aussi ce que j'apporte, il y a une collègue qui a la retraite qui me dit, mais toi, tu as un ovni, en fait. Enfin, voilà. Et je me dis, bah, c'est bon, tu as trouvé ta voie, tu es fait pour ça, mec. Wow. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour avoir 40 sur 40 en pédagogie? C'est quoi les... Franchement, Parce que toi, tu fais ça, mais t'es un cas particulier par rapport à ce que l'enseigne... Parce que ce que tu as enseigné, c'est pas le truc que l'éducation nationale t'a enseigné. C'est pas les trucs que tu as reçus pendant tes cours. C'est des trucs que toi-même, tu as choisi de mettre en place. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu? ouais. Alors, le truc, c'est que déjà, je me suis posé une question qui est toute simple. Mhm. Pourquoi on n'aime pas l'école? Pourquoi moi, j'aimais pas l'école? Pourquoi j'aimais pas l'école? Parce que, un, les profs ne me considéraient pas. Deux, ils avaient des stéréotypes sur moi. Trois, j'avais zéro liberté. Dès qu'on veut faire quelque chose, il faut une autorisation pour ça, tu vois. Et du coup, je me suis dit, comment je fais pour faire en sorte que les élèves se sentent bien dans mon cours? Et moi, mon objectif, il est simple. Si tu te sens meilleur, si tu penses que tu as plus confiance en toi, si tu considères que tu es une meilleure personne à la sortie qu'à l'entrée de mon cours, c'est-à-dire que si j'opère une transformation pendant mon cours, j'ai gagné. Et en fait, je n'ai pas été d'accord avec certains inspecteurs parce que pour moi, mon but, c'est d'abord la confiance en soi et ensuite la transmission de savoir. C'est-à-dire que j'aurais beau transmettre les savoirs de la meilleure des manières ou autre, si les gamins ne se sentent pas bien, à quoi bon en fait? Et donc, j'ai tout fait pour bâtir ce que j'appelle un climat propice à deux choses, la confiance
en soi, mais également avec l'enseignant, et la communication. C'est-à-dire que mes élèves, je leur donne toujours la parole, je les écoute tout le temps, et en début de cours, je leur pose des questions le premier trimestre. C'est-à-dire, ils m'ont rempli une fiche, et tu sais, là, les fiches, tu vois, les fiches en début d'année. Moi, je m'en fous de savoir ce que fait le père ou la mère, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qu'ils aiment, ça m'intéresse. Et ce que j'ai fait, c'est que le premier trimestre, 5 minutes au début de chaque cours, je prenais la liste et je leur posais des questions. Un tel, vous m'avez parlé d'équitation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi vos projets, etc., etc. Un tel, vous faites du fitness. Vous avez une idée de métier par rapport à ça. Et du coup, ça les a ultra valorisés. Et il faut comprendre une chose, c'est que les élèves, notamment au lycée, sont dans l'affectif. Ce sont des personnes qui vivent certaines choses. Et franchement, ce côté-là affectif, il ne faut absolument pas le nier, en fait. Et je pense que tout part de là et tout est une question de communication, quoi, tu vois. D'accord. Donc, tu as basé toute ta pédagogie sur la communication, l'échange et la confiance. C'est ça, c'est ça. Sur l'échange, la communication, la compréhension et aussi des fois dire, bah voilà, tu vois, même moi, je me livre à eux. Par exemple, tu vois, j'écris des mails et tout, tu vois, aux enseignants. Et là, je parlais d'un truc, c'est un jour, j'ai donné un cours qui n'a pas été. Et j'en ai parlé, j'ai dit, à la fin du cours, ça s'est ressenti et on en a parlé aux élèves. Et genre, moi, je leur demande des feedbacks. Genre, à la fin du cours, je dis, est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, etc., etc. Et je sais que beaucoup, en fait, de profs pensent que si on adopte cette attitude, c'est la porte ouverte à tout. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que l'autorité, ça ne s'impose pas. L'autorité, c'est ce qu'on appelle un contrat didactique au sens de Guy Rousseau. Un contrat didactique, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre à l'élève d'expliciter ce qu'il attend du prof et que le prof explicite véritablement ce qu'il attend des élèves. Parce que souvent, en fait, on veut imposer des règles aux élèves, mais en fait, on ne laisse pas la place au dialogue finalement. Et imposer des choses, ça ne fonctionne pas. Et donc, moi, ce que j'ai permis, c'est que j'ai permis à mes élèves de dire, voilà, vous attendez quoi de moi finalement? Et c'est ça qui a fait la diff, je pense. Et t'as fait combien de temps que tu es enseignant? Depuis 2016 maintenant. Donc, ça fait 7 ans. Waouh, ça passe vite. Et est-ce que tu as eu des cas d'élèves qui sont arrivés en début d'année, qui n'avaient pas forcément des bons résultats ou autres, qui, grâce à cette pédagogie, ont eu des transformations incroyables? Tu te dis, mais c'est fou ce qui est en train de se passer. Franchement, une majorité. Et je le dis avec beaucoup de gratitude et beaucoup de fierté. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que les élèves vivent ce que j'ai vécu quand j'ai raté mon concours. C'est-à-dire que, bien évidemment, Mohamed, dès la première année, les techniques d'apprentissage que tu démocratises, de lecture rapide, etc., mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. C'était impensable, en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que, moi, il y a un truc incroyable, c'est qu'il y a des élèves qui sont à la fac, qui m'envoient encore, par exemple, des mind maps et tout ça, quoi, tu vois, qui me disent, ah, regardez, on a appris ça à l'époque, et moi, je continue, et je vous remercie. Dans ce que tu mets en place, parce que effectivement, toi, tu as basé tout ça sur la confiance, la communication et autres, mais ce que tu disais pas et que tu viens d'aborder, c'est que pendant tes cours, tu enseignes les méthodes d'apprentissage. Donc, tu Ah, utilises le complètement. Pomodoro. Je me rappelle d'une discussion qu'on a eue ensemble où je te disais, mais cette année, fais des Pomodoro à chaque début de cours. Je dis, non, mais je sais pas. Je dis, si, faut que cette année soit une année test. Utilise le Pomodoro et toutes les méthodes qu'on connaît ensemble. Et tu m'as dit, vas-y, ok, je le mets en place. Ouais. Et résultat incroyable. C'est-à-dire que déjà, c'est trop marrant parce qu'une fois, je me souviendrai toute ma vie, il y a un prof qui rentre pendant de la brain gym, tu sais. Ah oui. Il dit, mais qu'est-ce Donc, qu'il est en train de faire? en fait, vous imaginez, hein, donc j'explique pour tout le monde, il y a, je crois que c'était un CPE ou un proviseur adjoint, je ne sais plus, qui rentre dans ma classe, qui toque et qui entre. Et il y a les élèves qui sont comme ça en train de faire tu sais, des exercices de Ouais, donc là, gym. pour ceux qui écoutent, la brain gym, c'est d'exercices de mobilisation du corps où on va soit lever la main, les pieds, bouger, sauter, faire plein de pour à la fois oxygéner notre cerveau, faire circuler le sang, synchroniser les deux hémisphères. Donc c'est être en mouvement, sachant que dans une classe, on est censé être assis derrière la chaise et pas bouger pendant 1 heure. C'est un peu l'armée. Et là, Naïm, en plein milieu de cours, il est en train de danser avec ses élèves, entre guillemets. C'est exactement ça. Et en plus, j'ai de la chance. Moi, j'ai une salle où je suis au rez-de-chaussée parce que cette année, j'ai exclusivement des étudiants en BTS. Et du coup, on est à la cour. On est à côté de la cour. Donc, pareil, on va se balader tous les 25 minutes. On va se balader. On va marcher un petit peu. On va prendre l'air. On revient. Et ça, c'est un gain en productivité qui est énorme. C'est un gain en productivité qui est énorme. Donc, Et ouais. ça se passe comment alors quand l'enseignant arrive? Ou le proviseur, je veux dire, adjoint? En fait, il ne comprend pas. Il regarde comme ça, mais moi, j'assume complètement. Et allez, on continue tout ça. Et maintenant, je pense que tout le monde est. Enfin, tout le monde. Je pense que les gens qui s'intéressent à ce que je fais comprennent. Mais surtout, en fait, il faut se poser une question. Les principaux concernés, ce sont les élèves. C'est-à-dire que moi, depuis que j'enseigne,
Et moi, tu vois, les fiches de synthèse, là, tu vois, les synthèses, tu vois, recto, verso sur Word et tout, moi, il n'y a pas ça dans mes cours, en fait. Depuis toujours, je fais des mind maps, depuis toujours, je fais ces choses-là. Et en fait, la vraie question, c'est bah, c'est quoi les résultats sur les élèves? Et les élèves sont épanouis, en fait. Donc, encore une fois, je pense que moi, ce que j'ai eu, je ne pouvais pas le garder pour moi. Et pour répondre à ta question, les résultats, mais c'est incroyable en fait. Et aussi au-delà de ça, c'est que dans la matière, mais aussi dans les autres matières et surtout dans la perception que les élèves ont de la réussite. C'est-à-dire que moi, en STMG, Mohamed, j'ai des gens, ils ne veulent pas être là. J'ai des élèves, ils ne veulent pas être là, ils ont subi leur orientation. La STMG, c'est décrié par tout le monde. Tout le monde dit que c'est une filière poubelle, etc., etc. Moi, je milite justement pour tu vois, changer cette image-là parce que c'est une super filière en réalité. Et du coup, moi, le premier trimestre, c'est confiance en soi, c'est développement personnel, tu vois. Parce qu'à l'époque, tu faisais les lycées, mais maintenant, tu fais les BTS. C'est-à-dire que là, les gens, ils ont déjà eu le bac et Mm, ils arrivent, ils ont choisi, bon, avec Parcoursup, entre guillemets, mm. et ils arrivent. Donc là, tu n'as que des BTS, c'est ça? Là, cette année, ça fait ouais, un an, un an. Ouais, là, j'entame ma deuxième année où j'ai que des étudiants, en fait. Je voulais des STMG, mais pour des raisons d'emploi du temps, de service, tout ça, j'ai pas pu en avoir. Enfin, bref. Mais de ce fait-là, ouais, mais par contre, pareil, parce que moi, j'ai une majorité, par exemple, de baccalauréat professionnel maintenant. D'accord. Les baccalauréats professionnels, on sait très bien, la plupart, leur orientation a été subie. Ils considèrent que le bac, bah voilà, ça a été facile, on leur a donné, c'était une formalité. Et du coup, en fait, pour eux, l'école, c'est bah, on est là, on ne sait pas trop pourquoi, ça n'a pas trop de sens. Et c'est compliqué, tu vois. Et du coup, il faut déconstruire plein de choses, en fait. C'est quoi quand tu dis il faut déconstruire? C'est quoi qu'il faut déconstruire? Bah déjà, t'imagines, on ne fait pas de synthèse, on fait des mind maps. Ça fait 17 ans, on leur donne des synthèses, 18 ans, ou presque, tu vois, ça fait 12 ans, on leur donne des synthèses. Et moi, je viens, je dis, les gars, c'est terminé. Vous allez dessiner maintenant. Vous allez dessiner, mettre des couleurs, vous allez ramener des feutres, alors que vous êtes étudiant. Donc déjà, ça, il faut déconstruire. Au début, tu vois, on reste dubitatif. Pareil pour la lecture. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de les sensibiliser à la lecture. Chaque cours, 5 minutes, je lis un bouquin. Et peu importe, hein, ça peut être un roman, ça peut être un livre de dev perso, peu importe, tu vois ce que j'ai, je lis. Et du coup, il y a quelques étudiants avec lesquels j'échange, et pour eux, la lecture, c'est pour les autres, etc., etc. Donc, il y a plein de choses à déconstruire. Votre cerveau est capable, en fait, tu vois, c'est pas l'apprentissage, comment dirais-je, c'est ouvert à tout le monde, il faut juste les techniques, en fait. Et ça, quand tu as été baigné dans, tu n'es pas capable, tu subis ton orientation, bah, c'est difficile, quoi, à déconstruire. Parce que là, tu dis une phrase, je vais revenir sur ça. T'es baigné dans t'es pas capable et tu subis ton orientation. C'est-à-dire que toi qui est enseignant, tu as l'impression, le t'es pas capable, il vient d'où? Il vient des enseignants, il vient du système, il vient des parents, il vient de... Et comment... parce que moi, j'ai ma tes réponses, mais comment... j'ai l'impression qu'il y a énormément d'ados qui subissent la même chose que moi j'ai subi quand j'étais jeune, je suis bête, je suis pas intelligent. Hmm. Comment toi, qui est dans l'éducation nationale, tu vois ça? D'où ça vient? Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu. Franchement, c'est une question ben, merci de la poser, parce que je trouve que c'est une question c'est un enjeu énorme qu'on doit prendre à bras le corps et qu'on doit absolument, j'allais parler en anglais, qu'on doit address, qu'on doit traiter. Moi-même, toi-même, Mohamed, et d'ailleurs, t'en parles, et c'est une très bonne chose que t'en parles, tu vois, parce qu'on en a besoin. Tu sais ce que c'est d'avoir des mauvais résultats, d'être considéré comme un mauvais élève. Et la dernière fois, j'étais chez mes parents et je suis retombé sur mes bulletins de seconde, première, terminale. Et je suis retombé sur mes bulletins du deuxième trimestre de terminale. Oh là là, j'ai regardé ça. Je crois, heureusement que mon père, il savait pas lire français, il savait pas lire le français, hein. Et ma mère aussi, hein. Et qu'on recevait les bulletins, on les prenait, parce que Ouais, là, ah, camouflé. si j'étais papa, si moi c'était mon fils, j'aurais regardé ça. Ouais, Ah, je me serais dit, waouh, il est perdu. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Tu vois, il y avait des commentaires en anglais. C'était, c'est bon, Mohamed a baissé les bras, il s'est laissé emporter par tu sais, ouais. c'est fini, on peut plus le rattraper. Euh, dans les matières littéraires, oh là 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 là. Mais bon, ça c'était un autre sujet. Mais bon, vas-y, on reprend. Parce que là, ce qui est fou, c'est quand je vois où j'en suis et ce qu'on fait avec les étudiants et comment on aide les étudiants ensemble et dans tous les programmes qu'on fait, je me dis, mais en vrai, tu peux à un moment T pas avoir le niveau un niveau incroyable, mais ça veut rien dire sur le futur. Bien sûr,
c'était les bonnes méthodes et encore plus aujourd'hui. Mais bon, continue. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que on va pas se mentir, Mohamed, rien ne te destinait à ça. C'est sûr que Tu vois. rien ne me destinait à ça. Et même moi, dans mes meilleurs rêves, je me destinais pas à ça. Même dans mes meilleurs rêves, Tu sais, il y a une semaine, j'ai fait Al Jazeera. Je te l'ai dit ça ou pas? Ah, Comme ça, les autres Twitter, euh, je crois que je voulais envoyer. je sais. Al Jazeera en direct devant tout le monde arabe. Moi, Al Jazeera, je l'ai connu à l'époque du 11 septembre où le daron il était tous les soirs collé à Al Jazeera en train de regarder cette chaîne parce que c'est et avec tout ce qui s'est passé, l'Irak et tout, et c'est la chaîne que tous les papas regardent en boucle Pas grave. pour connaître les infos du monde arabe et autres. Et là, moi, je passe en direct à 22h devant des millions de téléspectateurs du monde arabe. C'est Et ouf, moi, hein. non, je dis non, c'est incroyable, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, tu sais, c'est une question vraiment profonde. Je pense qu'il faudrait 14 podcasts pour traiter cette question-là. Ouais, bon, on va pas faire Tu me 14 connais. podcasts. On va pas faire 14 podcasts, tu me connais, mais je vais essayer de synthétiser ça. Euh, je pense que déjà, et franchement, pour ceux qui nous écoutent, je veux absolument pas flageller, je veux absolument pas faire culpabiliser. Mais on va parler déjà de. En fait, je pense qu'il faut voir le problème sous divers aspects. Le premier aspect, bah, je suis désolé, mais c'est un petit peu les parents. Mais en fait, les parents, le gros problème qu'ils ont, c'est que, et j'en parle avec des parents, hein, c'est-à-dire que là, ce que je dis, ça s'appuie uniquement sur mon analyse et sur mes échanges avec les parents. Les parents, lorsque je leur pose la question, qu'est-ce que ça vous permettrait qu'est-ce que vous ressentiriez à développer le potentiel de votre enfant, c'est toujours la même réponse qui revient, c'est l'apaisement en fait. L'apaisement. Et pourquoi ils sont apaisés? Parce que ils veulent que leurs enfants aient des bonnes notes. Pourquoi? Parce que s'il a des bonnes notes, ça suppose qu'il aura tout pour réussir sa vie, puisqu'il pourra faire de longues études, prétendre à de longues études et donc prétendre à un bon travail. Donc déjà, la première pression qu'on a, c'est celle de la réussite scolaire vis-à-vis de la perception de nos parents et pour pouvoir les rassurer. Mais les parents, en réalité, ils font partie de ce système-là. Et ce système-là, c'est quoi? C'est l'évaluation précoce. Dès la classe de primaire, on nous bassine avec des évaluations, on nous bassine avec des notes, on nous bassine avec des bulletins, à tel point que les élèves se considèrent en fonction des notes qu'ils ont. C'est-à-dire que si j'ai une mauvaise note dans telle matière, je pense que je ne suis pas capable, parce que notre travail, c'est une partie de nous finalement. Et ça peut être exacerbé par quoi? Par le parent qui reçoit le bulletin finalement. Moi, je le dis, je suis enseignant, j'ai 3 enfants. Ça va peut-être choquer des parents à ce que je vais dire. J'en ai que faire des notes. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je sais que mes enfants déjà ne peuvent pas être bons en tout. Et je sais également que je leur fais confiance et je vois le potentiel qu'ils ont finalement. Et je suis désolé, une note, ça veut tout et rien dire. Une note, c'est quoi? C'est l'évaluation à l'instant T en fonction de plein de facteurs. Ça ne reflète pas le potentiel, ça ne reflète pas l'effort non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi les élèves ne se sentent pas capables? Parce que déjà, il y a le rapport à la notation, il y a le rapport à l'orientation, mais également, je pense qu'il y a un manque aussi de la part des profs. Et je te donne un exemple en salle de prof que j'ai entendu. Ah ouais, ils sont bien pour des STMG quand même. Donc déjà, si tu pars avec ce stéréotype-là, bah, forcément, tu vas valider ton stéréotype au travers ton analyse et ça va plutôt confirmer ce que tu penses déjà. Donc, quand tu te retrouves dans une filière que tu voulais pas, avec des notes que tu voulais pas, forcément, c'est très compliqué de penser que tu es capable de faire quelque chose. Et on confond beaucoup le être et le avoir. C'est je suis nul parce que alors que tu sais, t'as 14 de moyenne, ou t'as 12, ou t'as une note de 6, et donc la note c'est être, c'est qui je suis. Non, c'est que t'as pas la compétence ou t'as pas encore le avoir. J'ai pas encore je suis pas, j'ai pas la compétence en maths ou en physique ou en telle matière, mais c'est pas ta personne qui est comme ça effectivement. Et on est plus évalué sur ce qu'on connaît pas, sur ce qu'on connaît. Alors, tu peux avoir appris tout le cours, mais si ton contrôle, tu sais, le stress du bac, t'as appris tous les chapitres, tu dis ah, je fais la passe sur un ou deux chapitres parce que ou des examens parce qu'il y en a trop, et ben par hasard ça tombe sur ce chapitre-là. Et là tu te dis Exactement. je connaissais tout, et ben comme je suis évalué sur ce que je ne connais pas, et non pas sur ce que je connais, boum, t'as des mauvaises notes, et comme tu penses que les notes représentent qui tu es, on est dans notre quotidien, et ben voilà. Intérieurement, on le vit mal. Et souvent, mais même dans la vie professionnelle ou dans tout ce qu'on fait dans notre quotidien, notre vocabulaire et notre manière de parler oriente
qui on est. Parce que quand on a des échecs, la manière dans laquelle on parle de notre échec, on a l'impression que c'est notre personne qui est comme ça. C'est je suis nul. Et moi, je l'ai fait pendant des années. Non, c'est pas je suis nul. J'ai pas réussi à faire ça. Et même moi, des fois, j'essaie de reprendre le discours que j'ai avec mes enfants. Et des fois, mes enfants font des choses. Et la manière dans laquelle je leur parle, je dis, ah non, mais en vrai, c'est pas bon. Je leur fais penser un truc, alors que je devrais pas leur dire, non, c'est pas, t'es méchant, ou non, c'est l'acte que tu fais, c'est pas toi, c'est pas ta personne. C'est l'acte que tu es en train de faire ne correspond pas à qui tu es réellement. Parce que toi, en tant qu'enfant gentil ou enfant bienveillant ou autre midule machin chouette, tu dois pas être de cette manière. Bah, Effectivement. tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est exactement ça, Mohamed. Ne pas se définir, ne pas définir l'enfant en fonction de la faute, Mm. mais d'expliquer que de mettre l'accent sur la faute en elle-même plutôt que de le corréler à la faute. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, Mohamed. Et toi, aujourd'hui, quand tu à l'école, parce que nous, on a l'académie mentionne très bien, on travaille beaucoup sur la confiance, tous ces aspects-là de techniques de mémorisation, de productivité et de reformulation, les biais cognitifs et autres. Mais toi qui es enseignant, qu'est-ce que tu constates, on va dire, chez les ados, chez les étudiants, qu'est-ce qui manque? Qui devrait être fait Mm. que nous on fait entre guillemets le soir, le week-end avec ce qu'on propose, mais qui aurait pu être fait pour que ces ados soient plus dans ce mode de pensée. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des matières qui devraient être fondamentales à l'école. Mm. Tu vois, dans certains systèmes, par exemple le système scandinave ou alors même le système japonais, il y a des soft skills qu'on enseigne dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une approche évaluative, mais ils sont dans une approche formative, finalement. Par exemple, ce n'est pas normal pour moi, après c'est discutable, mais que dans le système français, il n'y ait pas des cours de confiance en soi. Et après, on peut me dire, oui, ça fait très bullshit, dev perso. Non, la réalité, moi, je suis sur le terrain, j'ai des élèves tout nouveaux, enfin, j'ai de nouveaux élèves chaque année. Il y a un véritable manque de confiance en soi chez mes élèves. Et ça, c'est visible dans absolument toutes les promos que j'ai eues. Et ça continue même, ça perdure même à l'université parce que j'interviens à l'université aussi. Donc déjà, première chose, un manque cruel de confiance chez mes élèves. Également, ils n'ont pas le sentiment d'être des personnes bien. Mm. C'est-à-dire que, comme tu as dit, comment dirais-je, ils se considèrent en fonction des notes. L'évaluation qu'ils ont d'eux, c'est l'évaluation des notes finalement. En tout cas, au rapport à l'école. Perte de sens également. Des fois, ça n'a pas trop de sens. Manque d'organisation. Alors ça, c'est capital. Un gros manque d'organisation. Et également, aucune méthode d'apprentissage. Et je vais te donner un exemple très concret, Mohamed. Maintenant, le bac, c'est en mars. Ouais, Donc voilà, c'est comme ça. j'ai rien compris. Franchement, ça fait 2 3 ans, mais c'est une aberration. Ouais. Ouais, franchement, moi, j'ai pas vu un collègue qui était content de. Et je trouve que ça stresse encore plus les élèves, encore plus les parents. Au niveau organisationnel, c'est une folie. Enfin bref. Je parlais avec, tu sais, nous on accompagne des prépas médecine et autres, et je parlais avec une personne qui a un organisme de formation comme ça, qui prépare des étudiants, et il dit le gros problème de ça, c'est que maintenant, les élèves, à partir de fin mars, ils sont en vacances. Pour eux, Exactement. mentalement, ils sont en vacances, et quand ils font médecine, c'est-à-dire que ils ont avril, mai, juin, juillet, août, et des fois septembre, parce que les années de médecine commencent souvent fin septembre. Donc pendant 6 mois, ils ont rien foutu. Et donc au bout de 6 mois, il faut les remettre au travail, mais en mode tu passes de 0 à 15 heures de taf par jour. Et c'est la folie. Donc bon, ça c'est un autre sujet, mais oui, pour moi, bon, c'est un autre sujet. C'est une Non, mais aberration. justement, tu vois, et en fait, pourquoi? Parce qu'à partir de septembre, on leur demande d'apprendre à préparer le grand oral, d'apprendre à pitcher. Enfin, c'est pas un pitch, mais en tout cas, c'est même pas de l'éloquence, on va dire que c'est de l'art oratoire. Enfin, bref. Mais je suis désolé, ça ne s'apprend pas en 2 mois, en fait. Déjà, est-ce que les profs sont formés à ça? Moi, j'ai des collègues en niveau prise de parole, c'est zéro, en T'as fait. dit à partir de septembre, non, à partir de mars, tu parles. À partir de mars, pardon, pour juin, juillet, quoi. Ouais. Il faut préparer le grand oral. Donc déjà, les enseignants au niveau de la prise de parole, bah, on n'est pas tous formés. Moi, à titre personnel, je me suis formé, par exemple. Enfin voilà, c'est une vraie question. Et en fait, c'est bien en amont qu'on apprend ça. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, on apprend à pitcher dès 5 6 ans, en fait. Tu vois et du coup, je trouve que l'objectif est louable, mais le chemin pour atteindre cet objectif-là, il est ultra discutable, en fait. Il y a un exercice qui est fait chez les maternelles.
Et je me dis pourquoi on arrête après la maternelle, qui est incroyable. Mon fils le fait. Quand tu arrives le lundi matin, tu dis ce que tu as fait ce week-end. Ben oui. Et quand tu reviens de vacances, tu vas et tu parles de tes vacances. Et donc, tu obliges tous les enfants à venir parler soit de ses vacances, soit de son week-end. Et des fois, ils leur donnent un petit nounours. Monsieur, là, lui, cette année, c'était Monsieur Caramel. Il n'a pas eu les années d'avant, mais il avait Monsieur Caramel. Et donc, tu le ramènes le week-end à la maison. Et quand tu reviens, le lundi, tu dois dire tout ce que tu as fait avec Monsieur Caramel. Donc, ça pousse l'enfant à faire son petit exposé une fois de temps en temps. Et j'ai l'impression, c'est peut-être mes souvenirs qui sont mauvais et que j'espère que c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que dès que tu finis la maternelle où ça c'est fait, bah t'as plus ça. T'as plus ces moments où l'enfant, à part des exposés, mais des exposés notés. C'est ça le problème. C'est que plus tard, que ce soit en primaire ou au collège, t'as des exposés. Mais l'exposé est toujours associé à la note. Et comme il est fait une fois par an, t'as tellement de pression dessus, ça te pousse pas à prendre du plaisir. Alors que moi, je pense qu'il faudrait plus souvent dans l'année être amené à laisser l'enfant prendre la parole. T'as des enfants, pendant un an, ils parlent pas en cours. Ouais, Ils viennent, ils ouais, sont au foot. complètement. T'as pas entendu, le gars il est timide, t'as pas entendu un mot de sa bouche pendant un an. Tu sais Ah, même mais je pas, suis... tu connais pas son savoir. Non, mais je suis d'accord. Et c'est pour ça que, à titre personnel, ce que je fais, c'est que chaque cours, et on peut me dire, ouais, déjà un cours, c'est court et tout, certes, mais après, on n'a rien sans rien, quoi. Chaque cours, les 5 premières minutes, on va discuter. Et en fait, le but, au-delà de ça, c'est quoi? C'est déjà de créer un climat de confiance et leur donner la parole et les faire parler, en fait. C'est-à-dire que pour eux, mais moi, je leur pose des questions, tu vois. Moi, je connais rien au foot. Mais j'ai des potes qui suivent. Ah, vous avez vu le match et tout. Donc, je fais genre, j'ai regardé, tu vois, alors que je connais rien, vraiment. Un jour, ils m'ont invité à la radio du lycée. Ils pensaient que je connaissais le foot parce que tous les lundis matins, je parlais de foot avec eux. Et alors que je connais rien. Et ils me disent, monsieur, vous pensez quoi de Benzema? Je dis, bah, actuellement, Benzema, je pense que c'est le meilleur numéro 10 au monde. Et là, en fait, le masque tombe, tu vois. Bon, c'était à la fin d'année, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Et, en- et- et là, le masque tombe. Mais en fait, tout ça pour dire que, bien évidemment, il faut les faire parler. Et moi, je leur fais parler de tout, hein. Vous avez mangé quoi à midi? Quand on reprend à midi, c'était quoi votre repas? Et du coup, on va parler d'alimentation, des rythmes circadiens, de l'impact de la glycémie sur l'état de forme, etc., etc. Enfin, il faut parler de toutes ces choses-là. Mais le but, c'est pas tant de leur enseigner des choses, c'est eux de les faire parler, en fait. Et c'est cool parce que, tu vois, dans l'Académie mentionne très bien, c'est ce qu'on essaie de faire, du moins, on essaie, c'est même pas on essaie, on le fait Mais de avec ouf. tous les modules sur la prise de parole, sur le fait que l'enfant va apprendre à prendre la parole et le fait qu'on ait des ateliers où on fait passer la parole. On aime bien, tu sais, on fait passer la parole à plein de gens et des fois, tu vois le petit qu'il a pas envie de parler, mais comme tu le mets dans une ambiance positive et que tu es bienveillant, et qu'il essaye, il se dit, oh, mais en vrai, c'est cool. C'est Non, cool de mais parler. sur l'Académie d'Anson, très bien. Déjà, il y a un truc qui est fondamental, c'est que déjà, notre base de travail, ça a été les problématiques du terrain. Et du coup, forcément, ça peut que permettre des transformations. Et moi, je me souviendrai toute ma vie de cette transformation. On avait une étudiante qui était là et on avait une collégienne. Et l'étudiante pose une question et c'est la collégienne qui lui répond et qui lui permet et qui la valorise. Et non, t'inquiète, ça va aller. Elle avait, je crois, je sais plus, elle avait peut-être 12 13 ans, tu vois. Et elle était là à la motiver et tout. Et là, je me suis dit, à partir du moment où on est en module, on est en échange et que je m'extrais et que c'est une élève de l'académie qui est en train d'enseigner à l'autre, moi, ça y est, moi, j'ai réussi, là, c'est bon. On a Tu vois, réussi, bien sûr. C'est tu c'est vois. le, c'est le but. Est-ce que on arrive bientôt sur la fin du podcast? J'aime pas, on fait souvent des podcasts qui durent 45 minutes. Je crois qu'on est déjà à 45 minutes On peut depuis. parler, tu sais, Mohamed, donc on On peut peut parler parler 2 heures, tellement. mais au, On au- est animé, ouais, pour que les personnes puissent rester, tu vois, avec la bien sûr. cohérence cardiaque, non, avec la cohérence cardiaque et ce que je veux dire, les pomodoro, faut qu'ils puissent rester concentrés. Donc quand c'est trop long, ils passent à autre chose. Si aujourd'hui tu avais le ministre de l'Éducation, le nouveau ministre, parce que on change de ministre comme de chemise, surtout au niveau de l'Éducation nationale, euh, si tu avais le nouveau ministre devant toi et que tu voulais lui passer un message, quel message tu voudrais lui passer? Euh, je lui demanderai d'écouter les élèves, en fait, d'être à l'écoute. Franchement, en fait, tu sais, on a l'impression que le système va aller mieux parce qu'il faut dire une chose, et c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport PISA. Le système français, il est très bon pour les très bons, en fait. C'est un système qui est bon pour les, voilà, qui est élitiste, entre guillemets. Moi, je pense qu'il faut revenir à une base, et la base, c'est quoi? Bah, c'est d'écouter les élèves.
Ils ont besoin de quoi, en fait, nos élèves? Comment on fait pour se sentir mieux à l'école? Parce que finalement, c'est ça le problème, c'est qu'on nous parle d'alourdir les emplois du temps, de faire en sorte qu'ils soient mieux à l'école. Mais déjà, la question à se poser, c'est est-ce qu'ils se sentent bien à l'école? Et moi, je ne pense pas, en fait. Il n'y a pas une année où je n'ai pas un élève qui me parle de harcèlement. Il n'y a pas une année où… Alors, dans ma classe, il n'y en a pas et il n'y en aura jamais parce que je suis intransigeant avec ça. Et dès le premier jour, je sensibilise au harcèlement, tu vois, dès le premier jour. C'est-à-dire que ça, et surtout, j'essaye de créer une bonne ambiance. C'est-à-dire que quand quelqu'un se sent rejeté, pas se sent rejeté, mais qu'il est seul, je sensibilise les autres à huis clos pour l'inviter à manger, pour le faire participer aux sorties, etc., etc., qu'il n'y ait vraiment personne qui se sente exclu, tu vois. Et moi, je pense que la base de tout, c'est de les écouter. Et je pense qu'en France, on a des rythmes qui sont beaucoup trop lourds, en fait. Les gamins sont KO. Ils sont KO. Après, on peut me dire, oui, c'est le téléphone. Certes, mais il faut composer avec, en fait. Donc, première chose, moi, j'écouterai les gamins. Vraiment, je leur donnerai la parole. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre d'avoir un meilleur système. Ce n'est pas une énième réforme, une énième refonte des programmes. Ce qui va nous écouter, ce qui va nous permettre de réussir. Et j'ai espoir, et c'est ce que je fais dans mes classes, et j'ai de très bons résultats, c'est de mettre le besoin de nos élèves au centre du processus, en fait. Et de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Parce qu'on aura beau réformer, si l'élève ne se sent pas bien, ça ne fonctionnera pas, en fait. Et t'as pas l'impression qu'on nivelle le niveau par le bas? Que tous les ans, que tous les programmes, que tout ce qui est fait est toujours vers le bas. Et Mm. que plus on avance, plus les niveaux sont bas, tout simplement. En fait, moi, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut dire par rapport à ça. C'est que les élèves ont une perte dans certaines compétences, mais franchement, dans d'autres compétences, ils sont vachement bons. Par exemple, c'est vrai que moi, les élèves que j'ai à l'écrit, mais déjà depuis 2016, à l'écrit, je vois une différence mais phénoménale entre mes élèves de 2016 et mes élèves d'aujourd'hui. Par contre, le truc qui est sûr, c'est que dans les exercices digitaux que je leur donne, dans eux-mêmes les sketchs de vente, parce que moi, par exemple, je fais des sketchs de vente, ceci, cela, ils sont meilleurs en fait. Tu vois, ils sont vachement meilleurs. Donc, je pense que les élèves sont en train de développer d'autres compétences. Simplement, je pense que c'est à nous aussi d'adapter la mutation du marché du travail et de la société aux compétences qu'on demande de développer chez nos élèves. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est que je pense que le niveau des profs baisse aussi. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui flagellent, enfin voilà, qui martèlent les élèves en leur disant vous êtes nuls. Avant, c'était pas comme ça. Ouais, mais les profs non plus, c'était pas comme ça avant. Enfin, je suis désolé. Je vais te dire un truc, mais c'est où je vais te dire un truc. Je me dis demain, je perds tout, je deviens prof. Mais on a Et besoin. tu sais pourquoi je dis ça? Euh, Vacataire, t'as besoin de rien pour être vacataire. C'est-à-dire que d'un côté, tu prends la tête au prof en disant faut bac plus 5 pour être prof, et de l'autre côté, si tu as un tout petit peu d'expérience, que tu as travaillé un peu, comme il y a tellement d'endroits où ils sont en galère de prof, que tu arrives et tu te dis ben moi j'ai un diplôme d'ingénieur, ah ben tiens, tu peux faire prof de chimie. J'avais un pote, un ami, il a fait une école d'ingénieur, et alors on a fait bac S ensemble, il a fait prépa, après il a fait une école d'ingé en logistique, hein. Il a travaillé 2 ans, il en avait marre. Et je discute avec lui, il me dit, ouais, tu fais quoi maintenant? Il dit, je suis prof de maths dans un lycée. Je dis, comment ça? Il me dit, ouais, on m'a proposé une mission, j'étais en galère, j'ai vu qu'il y avait possibilité de faire quelques heures de maths. Je suis arrivé, j'ai fait prof de maths. Je dis, je me rappelle de toi en maths, c'était pas un truc doux, tu vois. Il me dit, ouais, je suis allé, et en plus, comme ils étaient en galère, ils m'ont donné encore plus d'heures. Donc maintenant, je fais les terminales, les premières et les secondes. Je dis, mais Et il se dit, mais à quel moment t'as eu le cours de maths, la préparation? Non, mais je sais pas, ils m'ont donné un manuel et j'y suis allé, tu vois. Prof de maths. Ah non, Et, mais et à un moment, j'ai un autre pote, Robelote, même chose, en lycée, et il faisait prof d'une manière scientifique, et ils lui ont dit, on n'a pas de prof de physique, tu voudrais pas faire prof de physique? Je dis, non, mais moi, je suis pas prof de physique, tu vois. Ok, j'ai fait un bac scientifique, mais moi, la physique, ah, mais t'inquiète, j'ai juste ce qu'il y a écrit dans le manuel. non, mais ouais. Non, mais je dirais même plus loin. Moi, tu vois, ma femme, elle a fait un DUT ou une licence, je sais plus, en espagnol. On lui a proposé d'être prof de maths, à un entretien, tu sais, sur du travail et tout. En fait, mais le problème, Mohamed, tu sais ce que c'est que déjà les contractuels, je tiens à dire un truc, heureusement qu'ils sont là.
Parce que, et il y en a qui font un travail, mais vraiment, moi, parmi les enseignants qui m'ont le plus ébahi, il y avait notamment des contractuels, à tes souhaits. Et incroyable, les auditeurs n'entendent pas. Tu vois, là, les auditeurs, Mohamed a éternué, mais on ne l'a pas entendu. Vas-y, fais le micro-pile pour ça. Ah, t'es trop fort. En fait, ça reflète un gros problème dans notre système. Premièrement, on a rendu beaucoup plus difficile les conditions d'accès avec un Master 2, un stage beaucoup plus compliqué apparemment. Et maintenant, c'est carrément un entretien d'embauche ou presque, hein, parce que je crois qu'à l'oral, la matière la plus coefficientée, c'est un entretien. Donc, bon, voilà, c'est Le salaire discutable. ne suit pas, forcément. Et Le le salaire, salaire, il n'est pas attractif. Les conditions de travail, elles sont discutables et tu n'es pas valorisé pour ce que tu fais. Et des fois, les élèves peuvent te prendre la tête, même les parents certaines fois. Enfin voilà, moi pour l'instant, je m'en sors très bien et tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que on a rendu En fait, c'est pas attractif comme métier. Moi, il y a eu quelqu'un au lycée, il m'a dit, ouais, j'aimerais bien être prof. J'ai dit franchement, essaye d'enseigner, mais différemment. Et ça m'attriste parce que j'adore mon métier, tu vois. Mais à un moment donné, il faut être objectif. Et donc, tu disais, les contractuels, ouais, ils font bien. Heureusement qu'ils sont là et qu'ils font leur boulot. En fait, tu sais, je pense que il y a eu un contractuel bashing, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'année dernière, on manquait tellement de profs qu'on a fait des entretiens de 45 minutes et on a pris presque tout le monde. Sauf qu'on a mis dans le même panier tous les contractuels. Et moi, je milite contre ça. Pourquoi? Parce que les contractuels que j'ai autour de moi, ils font un travail qui est absolument remarquable. Ils ont une conscience que les titulaires n'ont pas. Pourquoi? Parce que les titulaires, pour certains, attention, c'est une infime minorité, mais ils ont la sécurité de l'emploi. Que ça fonctionne ou pas avec les élèves, on s'en fiche. Et en réalité, dans le privé, il y en a beaucoup qui seraient déjà virés, véritablement, tu vois. Et Alors c'est que les leur contractuels, ils statut. peuvent sauter à tout moment. Bah, c'est ça. Et les contractuels, franchement, ils sont très demandeurs comment dirais-je, de formation, de conseils, etc., etc. Et ce que je retrouve pas en fait chez les titulaires. Donc moi, c'est vrai que les conditions de recrutement sont discutables. Devenir prof en 45 minutes, je trouve ça aberrant, vraiment. Et en même temps, les conditions de recrutement aujourd'hui, elles sont dingues. Moi, j'ai pas fait une licence de sciences de l'éducation et pourtant, je pense avoir de bases solides et des outils concrets en pédagogie. Mais sincèrement, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Heureusement que les contractuels sont là. Et encore une fois, je pense que majoritairement, je ne parle pas que des contractuels, mais je parle majoritairement, les profs aussi ont perdu en pédagogie, ils ont perdu en conscience professionnelle pour certains. Et il faut se dire les choses, c'est-à-dire qu'on attaque les élèves, mais à un moment donné, il faut aussi prendre nos responsabilités. On doit se former en pédagogie, on doit proposer de nouvelles choses. La classe autobus, là, tu sais, 30 élèves alignés comme ça, sortez votre lit, je passe 14. Je suis désolé, on est en 2023, il faut arrêter, quoi. Ouais. Je suis d'accord. C'est Bah une bonne. ouais, tu peux pas avoir une bonne ambiance de classe avec ça, Mohamed. Tu vois, c'est pas C'est possible. impossible. C'est impossible. On arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que il y a quelque chose que tu as dit ou que t'as pas encore dit, mais qui pour toi est super important que tu aimerais donner aux auditeurs? Bah, moi, je vais dire deux choses. La première chose, c'est, je vais surtout m'adresser aux parents, en fait. Mhm. Votre enfant ne sera jamais pire élève que moi. Donc, je sais, les parents, que vous avez une énorme pression vis-à-vis des notes. Il existe des accompagnements. Alors, attention, je vais prêcher pour ma paroisse, mais parce que c'est un accompagnement dont je suis vraiment fier et dont, avec Mohamed, on fait un travail et avec toute l'équipe qui est avec nous, on essaie vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes pour la réussite de vos enfants. Bien sûr, il existe des accompagnements, type l'Académie Mention Très Bien, par exemple. Et on a essayé de rendre ça vraiment très ludique, très accessible. On a gamifié le truc. Enfin, vraiment, on a essayé de rendre ça le plus accessible possible. Mais, chers parents, je tiens à vous dire une chose, c'est que des fois, en fait, on projette notre ambition et notre pression sur nos enfants. C'est-à-dire que peut-être que dans notre carrière professionnelle, on considère qu'on aurait pu faire les choses meilleures et d'ailleurs, tout est perfectible. Alors, on va exiger des choses de notre enfant. Ouais, si tu n'as pas 15 de moyenne, ça ne va pas. Ouais, tu as une mauvaise note en truc. Tu es bon en maths, mais tu n'es pas bon en français. Fais attention. Et moi, je tiens à vous dire une chose. Arrêtons de nous poser la question de savoir si notre enfant réussit à l'école, mais posons-nous la question, est-ce que notre enfant aime apprendre finalement? Et est-ce qu'il est épanoui? Moi, je veux dire, le plus important en tant que papa, c'est que mon enfant soit heureux et qu'il soit content et qu'il soit fier de lui. Et je suis désolé, ça ne passe pas forcément par la réussite scolaire, en fait. C'est-à-dire que votre enfant peut avoir des hauts et des bas et ça ne va pas lui permettre de rebondir si vous lui permettez d'acquérir les bons outils, en fait. Donc, c'est déjà la première chose, c'est arrêtons d'être dans cette pression constante. Et encore une fois, chers parents qui m'écoutent,
je tiens à vous dire que je sais que vous faites partie d'un système et que vous voulez le meilleur pour votre enfant. Je ne suis pas en train de vous faire culpabiliser. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose que j'ai à vous dire, donner un amour inconditionnel à votre enfant. Vraiment, ça va transcender tout, ça va le mettre en confiance. Discutez avec lui et ne vous inquiétez pas. On peut réussir sa vie, on peut réussir dans la vie. Et réussir sa vie, c'est être heureux, avoir un impact dans la vie des gens, être bienveillant avec son prochain, etc., etc. Réussir dans la vie, c'est professionnellement. Et je vous le dis, moi, mon fils, il adore la cuisine. Demain, il vient me voir, il me dit, papa, je veux faire un CAP cuisine. Pourtant, je sais que le CAP, c'est un diplôme qui peut être déchanté. Et ben, je serai le plus heureux du monde. Ce n'est pas le diplôme qui fait le bonheur, ce n'est pas le diplôme qui fait le bien, ce n'est pas le diplôme qui fait le statut et ce n'est pas le salaire non plus. Donc, je sais que vous voulez le meilleur pour votre enfant, mais chers parents, s'il vous plaît, essayez de sortir de cette pression-là et ne pensez pas que tous les parents font mieux que vous, en fait. On a tendance à. Le vrai problème, et je finirai avec ça, Mohamed, il y a une maman qui vient me voir, elle me dit, mon enfant, il n'est pas motivé en ce moment, il est en classe de quatrième, sa moyenne, elle a baissé, etc. Elle me parle pendant 10 minutes. Et je lui dis, bah écoutez, vous me parlez beaucoup de sa moyenne, il a combien? Elle me dit, il y a 12 de moyenne. Et je dis, en quatrième, il y a 12 de moyenne. Elle me dit, ouais, je dis, mais c'est très bien. Moi, je n'avais pas ça, par exemple. Vous me demandez conseil alors que je n'avais pas ça. Et elle me dit, ouais, mais le problème, c'est que la classe, elle a 12,5. Je dis, ah, le problème, ce n'est pas votre enfant. Le problème, c'est la comparaison que vous faites avec votre enfant. Peut-être que dans une autre classe, il aurait eu, je ne sais pas, une autre note. Peut-être qu'avec un autre prof, il aurait eu une autre note. Une note, ça ne veut rien dire, en fait. C'est ultra discutable. Tu sais, quand on corrige le bac, on a une copie test et on corrige la même copie. Les notes, ça va de 6 à 16. Pourtant, c'est la même copie. Parce qu'effectivement, une note, c'est discutable, s'il y a une perception, etc. Donc voilà. Et j'ai envie de vous dire un truc, si vous êtes jusque-là, eh ben, en fait, on va faire un petit jeu. Si tu es d'accord, Mohamed, si vous êtes jusque-là, envoyez une voiture en message à Mohamed et à moi. Ça veut dire que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. C'était un podcasteur qui faisait ça. J'avais trouvé l'idée super originale. Vous envoyez une voiture à Mohamed et vous m'envoyez une voiture en DM Instagram. Ça prouvera que vous avez écouté. Son Insta, c'est Naïm Bouachma, et de toute façon, on le mettra. Comment t'as prononcé mon nom? Excuse-moi, Bouchma, et de toute façon, on mettra son Insta sous Ça peut être pas mal, non? partout. Comment? C'est Ça une peut bonne être idée. pas mal. C'est une bonne idée. Ça- Et une voiture rouge. Ok. Prenez n'importe quelle voiture en photo et vous nous l'envoyez. Parfait. Merci Naïm d'avoir Merci à toi. consacré quasiment 1 heure, bah, on a fait 1 heure, hein, 1 heure à mes côtés pour parler d'enseignement, de pédagogie et également de ton parcours qui est très inspirant. J'invite toutes les personnes qui nous ont écoutés à bien sûr laisser 5 étoiles sous Apple Podcast, également sur YouTube, à partager cet épisode parce que c'est bientôt la rentrée, les enfants, les parents en ont besoin. Partagez le podcast à un maximum de gens autour de vous. Mettez un commentaire. Mettez même voiture en commentaire de cet épisode sur YouTube. Et comme ça, ou autre chose. Et n'hésitez pas à nous donner de la force. Encore mille merci Naïm. Force à toi. Et comme je dis toujours, je suis, tu es. Nous sommes tous des illimités. Illimité. Tu m'as honoré. Merci, Mohamed.